Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 21 mars. Aujourd'hui, les tarifs de Trump, les Américains commencent à réaliser que la chicane de voisins va leur coûter très cher. Élection fédérale, ce sera le 28 avril et on apprend que TVA veut faire payer les partis politiques pour le débat des chefs. Québec qui serre la vis de la laïcité dans les écoles et une infirmière a consulté 150 fois le dossier médical de son ex-conjoint. Dans 12 jours exactement, Donald Trump doit frapper avec une pluie de tarifs. Assez en tout cas pour secouer l'économie mondiale, faire mal entre autres au Canada. Les questions qui sont sur la table, est-ce qu'il va vraiment passer à l'acte? Est-ce qu'il va taxer tous les produits? Est-ce qu'il y aura des exceptions? Et puis ça va durer combien de temps? Il faut dire que l'achat de produits locaux n'a jamais été aussi populaire. La réponse des Québécois, des Canadiens, est pratiquement unanime. Par exemple, les vins québécois prennent la place des vins américains maintenant sur les tablettes de la Société des alcools. Les ventes de produits d'ici sont à la hausse. Old Orchard, Kennebunk, la Virginie, New York, ça ne sera pas pour cette année. Et puis, je vous dirais que les Américains commencent à réaliser vraiment l'impact du régime Trump après seulement 2 mois. Et quand on regarde rapidement ce qu'il a fait, notre beau Donald, dans la journée d'hier, d'abord, il continue de s'acharner sur l'éducation. Il se fout, mais complètement, des jugements qui sont rendus contre lui. Et dans un moment de générosité, il a décidé de donner plein accès aux secrets militaires, au Pentagone, à son ami Elon Musk. Quand on parle de l'impact pour les Américains, on pense surtout aux États du Maine, du Vermont, l'État de New York. Je regardais des chiffres, tendance assez forte, soutenue. Il y a plus d'1 million de Canadiens qui ont visité la ville de New York l'an dernier. Ce sont des centaines de millions de dollars dans l'économie. Et ce qu'on voit, c'est que les gens renoncent à leur petit voyage annuel ou 6 mois pour se détendre à New York ou dans une autre ville américaine. Juste pour New York, les Canadiens ont dépensé 600 millions de dollars en 2024. Et je voyais aussi des reportages un peu plus tôt sur Myrtle Beach, la région du Maine, par exemple. Beaucoup de Québécois vont louer une maison pour 1 semaine, 2 semaines, durant l'été, juillet, durant le mois d'août. Et cette location devient comme une espèce de rituel. Je sais que cette année, le taux de change peut influencer votre décision. Mais là, ce qu'on remarque, c'est carrément l'annulation de ces réservations. Les gens ont décidé d'aller ailleurs et de faire autre chose. Un voyagiste de la région d'Ottawa qui prévoyait envoyer 16 autobus à New York cette année, ben, il a décidé de tout annuler. Il n'y a absolument aucune réservation. Les gens ne sont pas intéressés et prévoient aller carrément ailleurs. C'est, en d'autres termes, de choisir le Canada. Puis encore plus récemment, là, avec ce qu'on a vu depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, le nombre de Canadiens qui arrivent par avion dans les 3 aéroports de New York, c'est en chute de 11%. Et la tendance, quand on regarde les projections, le nombre de vols, les réservations, ça augmente. Pour ce qui est de la baisse des réservations, là, pour les États-Unis, dans l'ensemble, c'est 40% de moins. Alors, c'est sûr que on a beau, peut-être du côté américain, dire, ben Trump, ça prenait un gars comme ça pour faire le ménage, mais pour les voitures, pour le commerce, pour le tourisme, pour les États qui vivent en bonne partie de l'argent des Canadiens, ben évidemment, ça fait mal. L'autre affaire étrange ce matin, c'est que Elon Musk, M. Tronçonneuse, s'en va au Pentagone. Toutes sortes de rumeurs circulent. On prétend, ce sont des militaires qui le disent sous le couvert de l'anonymat, qu'il aura droit à un briefing complet sur le plan potentiel des États-Unis en cas de conflit avec la Chine. Là, tu te dis, mais voyons donc. D'abord, il y a des conflits d'intérêts qui lui sortent par les oreilles, il y a des contrats avec le Pentagone, il est en concurrence avec la Chine, et pourquoi est-ce qu'on commencerait à dire à Elon Musk, voici si jamais les Chinois ont l'intention de s'en prendre à des intérêts américains, voici la stratégie militaire, c'est ultra secret, ultra confidentiel,
Et le nouveau secrétaire à la Défense dit, ben non, faut pas s'énerver. C'est une visite complètement banale. Il va se promener, il va nous parler d'efficacité, une de ses obsessions. C'est pas vrai, là. Fake news concernant l'histoire du Pentagone. Alors, on sait qu'il s'en va là aujourd'hui. On ne peut pas préciser avec certitude la nature de cette rencontre. Et puis, Trump a signé encore un décret visant le département de l'éducation. Alors, il ne peut pas faire disparaître le département parce que c'est le Congrès qui doit décider. Mais il peut couper le budget, il peut réduire le nombre d'employés et faire en sorte d'implanter son programme. Et déjà, on sent quand même l'impact des mesures. Il faut préciser que celle qui s'occupe de ça, c'est Mme McMahon, qui est l'épouse de Vince McMahon. C'était le promoteur de lutte très controversé qui a fait l'objet de toutes sortes d'accusations d'agression sexuelle. Elle est dans l'entourage de Trump depuis des années. Et là, l'argument de Donald, sa magnificence, c'est de dire « J'ai regardé les résultats des élèves aux examens nationaux. C'est tout à fait médiocre, c'est inacceptable. Les écoles font pas leur job. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont obsédés par des idées d'extrême gauche et qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre les matières de base et être des élèves performants. » Alors, c'est l'imposition d'un programme scolaire qui est associé à des budgets. T'enseignes ce que je te dis, sinon t'as pas l'argent du gouvernement fédéral. Stephen Miller, qui est un des conseillers principaux de Trump, qui réfléchit beaucoup pour lui, dit que l'éducation est peuplée par des bureaucrates marxistes. Et il n'est pas question de mettre de l'argent pour le racisme parce que pour lui, ce sont les Blancs qui sont maintenant victimes de discrimination aux États-Unis. Et il martèle cette théorie depuis plusieurs années. Puis vous remarquerez combien de fois le mot gauchiste, marxiste, revient dans le discours de Trump. Et pour plusieurs, on est passé de conservateurs traditionnels. On peut penser à Reagan, on peut penser à Bush, à une forme très, très claire, très, très affirmée de nationalisme blanc. Il y a des juges qui décident de tenir tête à Donald Trump. Il y a un juge qui a envoyé une missive à l'administration Trump sur un ton. On n'est pas loin d'un pétage de coche. Le juge dit, écoutez, là, j'ai rendu une décision vous interdisant, pour le moment, d'envoyer des gens du Venezuela vers des prisons du Salvador. Je veux savoir pourquoi il y a 2 avions qui ont quitté avec ces personnes à bord, malgré le fait que j'avais rendu ces 2 décisions. C'est carrément un outrage au tribunal. Trump entend ça. Il dit « Je m'en fous ». Et c'est peut-être la véritable première crise constitutionnelle potentielle entre Trump et les institutions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il peut faire, le juge? Ordonner la détention de certains membres de l'administration? Mettons que personne ne veut exécuter le mandat. Le FBI est sous contrôle de Trump. C'est pas rien, là, c'est pas banal ce qui se passe. Et c'est ce que j'appelle les premiers poteaux d'une forme de dictature quand on se comporte comme ça. Et de toute façon, encore là, ce sont des juges de gauche, ce sont des marxistes. On devrait les destituer. Ça prend le juge en chef de la Cour suprême pour dire à Trump, si t'es pas d'accord avec un jugement, t'as juste à porter ta cause en appel. Maintenant, ici, nous irons voter, mes amis, le 28 avril prochain. Officiellement, la campagne électorale sera déclenchée dimanche, mais les pancartes sont prêtes, les promesses électorales commencent à circuler, et le premier ministre Mike Carney a dit, pas question d'aller au Parlement, il faut demander aux Canadiens un mandat clair, on connaît le contexte avec Trump, ça prend donc des élections rapides, et il veut former un gouvernement majoritaire. Comme promesse, il s'engage à abolir la TPS pour l'achat d'une première maison. Ça peut représenter, là, pour une maison neuve, vous comprendrez, des sommes importantes. On sait déjà que la taxe carbone va prendre le bord, mais ça ne touche pas le Québec. Parce que la taxe carbone est au fédéral, mais ici, c'est le Québec qui l'implante. Et à l'époque, le fédéral donnait des crédits pour la taxe carbone. Nous, on l'a eu sur la gueule, puis on a payé, puis point final. Puis on continue à payer. Alors, M. Carney sait que ça marche pas.
que c'est identifié au régime Trudeau et il décide de sauter ça. Puis pas question de jouer non plus avec le gain en capital. Alors, c'est une forme très claire là, de stratégie pour se distancer de l'héritage de Justin Trudeau. Et ce qui est intéressant dans les promesses, c'est Poilievre aussi, qui a rencontré François Legault, qui veut réactiver le gazoduc. Et Poilievre est un peu pris. Tu sais, avec Justin Trudeau, c'était la cible parfaite là, pour frapper dessus. Et ça lui a permis d'avoir 20 points d'avance dans les sondages. Avec Carney, bon, il s'essaie là, mais c'est plus difficile. Et dans le contexte, la question qui va se poser aux Canadiens, c'est qui le meilleur pour négocier avec Trump? Puis là, vous avez vu que Trump a dit, ben moi, Carney, je le trouve plus intéressant que Poilievre, qui est un petit chien-chien qui jappe, là, mais c'est pas mon genre de personnage. Il y en a une pas pire aujourd'hui, c'est TVA, qui demande aux partis politiques, NPD, de libéraux, conservateurs, Bloc, de payer 75 000 $ chacun pour financer le débat des chefs. Ça s'est jamais vu. Normalement, ça fait partie de ce qu'on appelle des services à la communauté d'un diffuseur. Soirée des élections, c'est de l'information. Mais le débat, c'est de permettre aux Québécois de faire leur choix. Alors, dans un communiqué, TVA dit que la situation financière, économique et concurrentielle difficile qui affecte le groupe TVA comme l'ensemble de l'industrie, sauf Radio-Canada qui bénéficie de subventions, la seule option que nous avons pour présenter le face-à-face est de demander aux partis politiques de contribuer aux coûts de production. Au total, c'est 300 000 $ qui serviraient à payer l'aménagement du studio, la régie de production et les autres services requis. C'est pas le montant total, mais c'est quand même une bonne partie. Et s'il y a un seul parti qui refuse de payer, il n'y aura pas de face-à-face à TVA. Pourtant, ça marche, là. Puis je pense que les codes d'écoute auraient été encore plus élevés cette année, autour de quoi, 1 300 000. Radio-Canada va faire un débat francophone, mais dans le contexte actuel, TVA dit on n'a pas les moyens. Alors, vous payez, et il y a un débat, puis si vous ne payez pas, ben il n'y en a pas. Le Bloc, qui n'est pas nécessairement, je dirais, saute pas de joie, là, a décidé de payer, puis va le faire. Les autres partis, pour l'instant, n'ont pas réagi. Maintenant, la laïcité. Ça s'appelle mesure, projet de loi qui fait suite à l'affaire Bedford. On a vu ce rapport dévastateur sur ce groupe d'enseignants qui a pris le contrôle de l'école, qui a imposé un mode de travail basé sur l'intimidation, mais avec des vieilles méthodes, des élèves qui ont été bousculés, méprisés, des élèves qui avaient des difficultés. Ce qui est absolument aberrant dans cette histoire-là, c'est que ça a pu durer aussi longtemps dans cette école. Des profs qui ont levé les feuilles, des profs maghrébins qui ont dit « c'est pas ça le Québec, puis c'est pas ça l'école laïque, on n'a pas envie de vivre dans un contexte ». Alors, Bernard Drainville arrive, lui qui était le père de la charte, avec de nouvelles mesures en disant « je sais que ça va chialer, je sais que les mesures seront contestées, j'inclus, c'est rendu un classique, à la Coalition Avenir Québec, la clause non-obstant. Donc, je me protège d'avance devant les tribunaux. Et il faut le faire parce que la laïcité est menacée dans les écoles. Alors, quelles sont les mesures en question? D'abord, on décide de pousser plus loin la laïcité en disant c'est tout le personnel qui interagit avec les élèves qui doivent renoncer à porter un signe religieux. Ça inclut donc des bénévoles qui se rendent pour offrir des ateliers, les employés de la cafétéria, les éducatrices des services de garde, pas les chauffeurs d'autobus. Donc, si vous êtes dans une école puis que vous avez des contacts avec les enfants, il n'est pas question d'avoir de signes religieux. Dans toutes les écoles, toutes les écoles, et ça inclut les écoles privées, les gens doivent avoir le visage découvert. Donc, quelqu'un qui a un voile intégral, on ne voit pas le visage, ça ne peut pas arriver dans une école, et je vous répète, là, ça inclut les écoles privées. Autre mesure également, c'est de faire en sorte que les centres de services scolaires puissent refuser
les demandes d'accommodement des élèves pour des motifs religieux. Quelqu'un qui dirait, c'est une fête. Puis là, on le sait, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de congés, puis même chez les profs, ça crée une forme d'inéquité. Il y en a qui ont plus de congés que d'autres. Ils arrivent parfois à trouver un terrain d'entente, mais c'est pas toujours facile. Donc, tu veux prendre congé? Je te dis non. Tu veux un menu spécial à la cafétéria? Je te dis non. C'est sûr que ça va aller devant les tribunaux. Déjà, je lisais ce matin que la Ligue des droits et libertés qualifie le projet de loi d'attaque directe aux libertés de conscience et de religion, qui sont évidemment les fondements de la laïcité. Et l'autre enjeu, parce qu'on peut dire que si vous êtes déjà un employé, vous avez un droit acquis, mais comment est-ce qu'on va recruter? Je pense entre autres au service de garde. Je vois ce qui se passe dans les CPE. Tu dis à quelqu'un, pas de signe religieux, pas de voile. Je parle même pas du voile intégral, là. Je vous parle de quelqu'un qui porte le voile. Il va manquer de personnel. Et le ministre dit, je pense pas, parce que les gens qui sont déjà là ont un droit acquis, donc, puis les autres vont finir par s'y faire et s'habituer. Je suis pas si certain que ça. L'autre volet qui est important, c'est que les profs seront évalués. C'est pas des farces, là. Les profs, tous les ans, vont faire l'objet d'une évaluation. T'es quel genre de prof? Qu'est-ce que tu as enseigné? Pour éviter de se ramasser avec des mouvements sectaires dans les écoles et des profs qui ont des vieilles méthodes qui ne cadrent pas avec le système québécois. Et les syndicats sont aux barricades, ils disent que c'est de la bureaucratie, que c'est d'une lourdeur, que c'est compliqué, que ça va être lourd, on ne pourra pas faire ça tous les ans, tout le temps avec tous les profs. C'est une situation qui est vivement dénoncée. Et ce que ça va faire, ça va aggraver la pénurie de profs. Mais en tout cas, ça fait partie des mesures qui ont été annoncées par Bernard Drinville. Gabriel Nadeau-Dubois, je vous le disais hier matin, va quitter la politique au terme de son mandat, pas candidat à la prochaine élection. Et je dois dire qu'il a été d'une franchise hier qu'on voit rarement. Il s'est dit usé par la politique. Il a 34 ans, le gars, là. Mais il est fatigué. Et c'est pas vraiment les débats avec les adversaires, avec le premier ministre, par exemple, les échanges qu'il a eus avec François Legault. Il dit non. Ce qui est plus dur, ce sont les chicanes internes à Québec solidaire. Avec Catherine Dorion, avec d'autres. Puis si je me souviens de la campagne électorale, le politburo, là, parce que faut toujours rappeler que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas le chef, là, vraiment, là. C'est le porte-parole. Tu sais, on peut dire co-chef, là, mais on s'entend. Il y a derrière des gens qu'on connaît pas, qui donnent les orientations. Puis il y a aussi le Congrès qui envoie des messages. Puis on reprochait à Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir une approche trop conventionnelle, voir son monde, son bébé. Puis dans le fond, Québec solidaire, c'est pas un parti de pouvoir. C'est un parti avec des idées, des valeurs, une idéologie, donc, qui est pas compatible vraiment avec un parti politique qui envisage et qui rêve de prendre le pouvoir. C'est un peu ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit. Moi, je voulais créer une gauche capable de former un gouvernement pour changer des affaires, pas juste chialer, puis pas proposer des trucs complètement idéalistes. Et il s'est fait bardasser dans le parti. Ils l'ont écœuré d'aplomb, puis ils sont probablement, en tout cas certains, bien contents qu'il s'en aille. Quel sera l'impact de ça? C'est à voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il ne sera pas candidat au fédéral, il ne sera pas candidat à la mairie de Montréal. Moi, je le vois dans les médias, puis j'ai déjà écrit qu'avec le départ de Marois Risky, qui veut concilier davantage sa vie professionnelle, sa vie familiale avec les enfants, puis après, Nadeau-Dubois, 2 enfants, vous allez les voir, je suis convaincu à la télévision, les deux plus rapidement qu'on pense. Ça, c'est un dossier qui rebondit souvent. Des professionnels qui fouillent dans les dossiers d'un ex, d'un chum, de quelqu'un qu'on a envie de mieux connaître, de vedette, de personnalité. Cette fois, c'est dans Le Soleil. C'est une infirmière clinicienne qui a accédé pour des raisons personnelles au dossier médical et au dossier Santé Québec de son ex. C'était dans une procédure de séparation. Et ça se passe donc entre février 2018 et mai 2022, 150 fois. Ça a l'air qu'elle a partagé les informations sur les médicaments de son ex avec 2 autres personnes. Il a réalisé ça. Il était furieux. Il a poursuivi l'hôpital. Il a réglé pour une couple de mille. Il a tenté de poursuivre au criminel. Ça n'a pas fonctionné. L'infirmière a été suspendue.
Elle est maintenant donc de retour au travail depuis. Puis, il y a des mesures pour éviter ça. Mais à l'impôt, par exemple, il y a ce qu'on appelle les dossiers de gens très, très connus qui étaient consultés par du monde qui n'avait pas d'affaires. Puis, ils ont pris des mesures pour corriger ça. Mais, tu sais, le cas classique, là, infirmière qui s'inscrit sur un site de rencontre, puis rendez-vous avec quelqu'un, ou en tout cas potentiel. Tu veux savoir, il a des problèmes psychiatriques, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, puis il y en a qui vont fouiller, puis il y en a qui se font pincer. Autre histoire, c'est Radio-Canada qui nous apprend que le profil Desjardins de Fadi Daguerre s'est retrouvé sur le web clandestin. C'est un gars qui s'appelle Louis-Pierre Marius, qui se promenait dans les bas-fonds du web et qui disait avoir en sa possession des informations personnelles sur des policiers. Puis pour montrer que c'était pas un clown, ben, il dit, regardez, voici ce que j'ai sur Fadi Daguerre et les membres de sa famille. Les enquêteurs ont vérifié, puis ils ont découvert que c'était authentique. Alors, il s'est fait piéger, il s'est fait coincer, mais donc, avec d'autres aussi faux documents, des cartes de crédit, des cartes de débit. Et puis, il a pu, comme ça, essayer de faire des transactions, mais finalement, il a été appréhendé. Aussi, peut-être vous dire un mot sur l'accident d'avion qui s'est produit à l'aéroport Pearson. On a un rapport préliminaire qui indique là, que l'avion de Delta qui s'est retrouvé, enfin des passagers qui étaient à l'intérieur, la tête en bas comme dans un manège, ce serait un problème de vitesse. Il semble que l'appareil a effectué une descente beaucoup trop rapidement. J'en profite à la fin de ce balado pour saluer tous les auditeurs qui sont un peu partout sur la planète. Vous m'envoyez des courriels. Paul, on est en Thaïlande, en France, en Guadeloupe. Puis j'ai 2 gars qui sont en vacances, qui sont dans la vingtaine, William et Charles Lavoie, William Amiot. Les 2 sont à Cuba. Ils prennent un petit café en écoutant la revue de presse pour un peu suivre l'actualité. Alors, où que vous soyez sur la planète, je vous salue. Maintenant, pour notre rendez-vous avec Alain Crête et Catherine Brisson, on n'a pas tout dit. 2 invités cette semaine. Annick Jean est avec nous. Elle nous parle de sa série Pilote de brousse, de sa passion pour l'aviation. Son propre père était pilote de brousse et un de ses oncles était contrôleur aérien. Tu sais, l'aviation, ça a été parce que ma famille était là-dedans, puis j'y ai goûté malgré moi au tout début, tu sais. Puis quand j'ai volé pour la première fois, seule, en solo, c'est tout qu'un feeling. Tu sais, je suis une fille assez... j'aime l'aventure, tu sais, j'ai des motos, j'ai fait des road trips tout seul en moto avec mon pack-sac, ma tante. Tu sais, je suis une fille qui aime l'aventure. Léane Labrèche d'Or est notre deuxième invitée. C'est une comédienne, elle est drôle, elle peut jouer aussi des rôles dramatiques. Puis elle se questionne. Je suis une actrice, mais est-ce que, avec une autre formation, j'aurais pu être une citoyenne plus efficace? Es-tu passé à côté de ta carrière? Je pense que j'ai pas fait la bonne affaire, Alain. Là. Moi, des fois, je me demande à quel point... Puis, tu sais, après ça, encore là, on peut pas cracher sur l'expérience de vie qu'on a vécue, là, mais je me demande pourquoi j'ai pas décidé de faire autre chose, puis pourquoi j'ai pas utilisé, mettons, certaines aptitudes que j'avais dans la vie pour devenir une citoyenne plus efficace. OK, tu trouves que toi, t'es pas Elle a failli efficace. dire une citoyenne plus utile. Oh my God, c'est drôle, ça. Non, mais tu sais, je pense que j'avais ce qu'il fallait pour aller en médecine. Tu comprends? Je pense que j'avais ce qu'il fallait pour aller en droit. Ça complète notre revue de presse. Bon week-end. On se retrouve lundi. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.